Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias RPA, Inzamba Gateka et Télévision Renaissance. Le journal de ce 30 août 2019 est consacré à la Journée internationale des victimes des disparitions forcées, célébrée le 30 août de chaque année. À suivre donc dans ce journal la genèse de cette journée et l'état des lieux des disparitions forcées au Burundi. L'ONG local Forum pour la conscience et le développement, à travers sa campagne Ndondeza, a relevé une centaine de cas depuis 2015. Également dans cette édition, les conséquences de ces disparitions forcées sur les familles des victimes. Le porte-parole de la Cour pénale internationale s'exprimera à la fin de cette édition pour parler de l'action de cette instance judiciaire internationale pour sanctionner les auteurs de ces crimes au Burundi. Ce journal vous est présenté par Inès Gakiza en compagnie de Francine Kanyange. La mise en onde est assurée par Martin Kelly, ingénieur Régide Mwemere, Jospin Douimana sont à la prise d'images que vous suivrez en direct sur les pages Facebook des radios RPA Hijguya Banyagihugu et Inzamba Agateka Kawe. Nadège Lakozé assure la réalisation de ce journal diffusé depuis les studios de la radio Inzamba. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal de la synergie avec la jeunesse de cette journée internationale des victimes des disparitions forcées, célébrée le 30 août de chaque année. Jean-Baptiste Biléa. Le 30 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des victimes et de disparitions forcées. Une disparition forcée, de par sa définition, se produit quand une organisation, le plus souvent en état, fait disparaître une ou plusieurs personnes par le meurtre ou la séquestration, tout en ayant voire arrêté la personne ou avoir connaissance d'où elle se trouverait. La journée internationale des victimes et de disparitions forcées est aussi appelée journée internationale des personnes disparues. C'est un événement international célébré le 30 août de chaque année pour attirer l'attention sur le sort des personnes emprisonnées contre leur gré dans de mauvaises conditions et dans des lieux inconnus de leur famille ou alors de leurs représentants légaux. Cette journée est née en 1983 sous l'impulsion de la Fédération latino-américaine des associations des familles et des détenus disparus dénommée FEDEFAM, une organisation non gouvernementale fondée en 1981 au Costa Rica, rassemblant des groupes locaux et régionaux qui luttent activement contre l'emprisonnement secret et les disparitions forcées dans un certain nombre de pays d'Amérique latine où régnait la dictature. Le 18 décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution ARS-47-133, déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C'est en décembre 2006 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Enfin, le 21 décembre 2010, cette même Assemblée générale a décidé de proclamer le 30 août, journée internationale des victimes de disparitions forcées, célébrée à partir de 2011. Merci à toi Jean-Baptiste. 150 cas de disparition forcée au Burundi ont été déjà documentés par la campagne Ndondeza depuis sa création au mois d'avril 2016 sur plusieurs centaines de cas y rapportés. Selon Pacifique Nininahazoe, président de cette campagne, le service national des renseignements et la police sont les principaux auteurs de ces disparitions. Pour cet activiste des droits de l'homme, les personnes les plus ciblées sont les membres des partis de l'opposition ainsi que certains Imbonela Koulé, témoins oculaires de ces atrocités commises par le pouvoir en place. Suivez plutôt Pacifique Nininahazoe, président de la campagne Ndondeza. Depuis le lancement de la campagne Ndondeza en avril 2016, nous avons reçu des informations sur plus de 350 cas de disparition forcée. Mais au niveau de la campagne, nous avons documenté 150 cas que nous pouvons aujourd'hui confirmer comme des cas de disparition forcée. Nous avons analysé une période d'une année entre le 30 août 2018 et le 30 août 2019, donc aujourd'hui. Et là, nous avons documenté 26 nouveaux cas de disparition forcée, dont 15 ont survenu entre mars et août 2019, ce qui signifie que le phénomène de disparition forcée continue à être utilisé comme une arme de répression contre l'opposition au Burundi. En effet, les victimes
continuent à être des opposants au régime Nkurunziza, mais aussi quelques miliciens Imbonerakure, soit qui démissionnent de la milice, soit qui ont été témoins de crimes extrêmement graves et que le pouvoir a peur qu'un jour ils pourraient témoigner devant la Cour pénale internationale. Au niveau des autorités burundaises, nous avons constaté qu'elles continuent à nier l'existence même du phénomène de disparition forcée. Et dans les rares cas où les autorités ont accepté de s'exprimer, c'était pour attaquer les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent les disparitions forcées au Burundi. Les corps impliqués dans les cas de disparition forcée restent les mêmes depuis 2015. En premier lieu, c'est le Service national de renseignement. En deuxième lieu, ce sont des éléments de la police nationale du Burundi. En troisième lieu, viennent les miliciens Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui ont pris beaucoup d'importance en 2019. Il y a aussi des éléments de la garde présidentielle et le renseignement militaire. Pacifique Ninina Hazoué. La disparition d'une personne laisse une blessure incurable chez des proches des victimes des disparitions forcées. C'est pire que perdre une personne par la mort. Explication d'Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iliba de Kigali au Rwanda. Un centre qui s'occupe entre autres de personnes souffrant de traumatisme. Pour cette psychologue, il n'y a rien d'aussi frustrant que de ne pas pouvoir faire le deuil d'un proche disparu. La personne disparue continue à hanter les proches. Si c'est des jeunes, ils auront tendance à dire « mon papa ou ma maman aurait pu être comme ci ou comme ça ». Ils auront tendance à scruter les personnes. Ils voudront toujours retrouver, comme il y a l'angoisse derrière. Ils n'imagineront pas que leur papa est devenu un pilote qui a été envoyé sur la Lune ou quelque chose comme ça. En voyant un mendiant, en voyant un fou errant, en voyant quelqu'un en prison, il aura tendance à angoisser en disant « et si c'était lui ?» Si c'est une mère par rapport à son enfant, c'est pareil. Elle ne pourra jamais imaginer que la personne a été kidnappée par ceux qui l'aiment, qui ont tendance à choyer l'enfant. Non. Souvent, c'est les images négatives qui sont accolées à ça. Donc, c'est un deuil impossible à engager, donc impossible à faire. C'est un deuil manqué. C'est une situation épouvantable pour la famille proche. Dans certains cas, il peut arriver que ce soit des disparitions massives. Quand il y a des violences politiques, quand il y a les violences extrêmes, quand il y a quelque chose d'encore plus extrême comme un génocide. Dans ce cas, c'est un trauma, je dirais, au niveau national, au niveau de toute une génération qu'il faut envisager. Il arrive que les gens disparaissent en masse en temps de guerre ou de génocide, par exemple. Dans ce cas, le traumatisme revient au caractère national. Il faut alors des mesures de détraumatisation qui permettent aux survivants de retrouver un état d'esprit normal. Selon Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iliba, certaines mesures sont difficiles à supporter, mais elles sont nécessaires. Une fois que les violences cessent, on doit essayer de créer des mécanismes, les commémorations, les créations artistiques, les jugements, le fait de ne pas oublier toutes ces tentatives qui viennent permettre à une société de survivre malgré les absents. Pourquoi on va organiser par exemple des réanimations massives? C'est très désagréable, c'est très coûteux, c'est pénible. Mais au moins par ce geste, on va dire, même si on n'est pas sûr à 100%, mais il y a un geste qu'on a posé. Quand je vois ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, je sais ô combien c'était important pour les gens de dire « j'ai posé tel geste ». Plus tard, la personne peut regretter, dire « ah, je n'aurais pas voulu que ça se fasse comme ça ». Mais sur le coup, le fait de participer à certaines commémorations, à certaines initiatives, permettent de compenser le poids du vide que laissent les personnes dont on ignore la fin. C'est le propre de ces violences. En anthropologie, on dit que le propre des violences extrêmes, ce n'est pas seulement de tuer des êtres vivants, c'est aussi de tuer la mort.
parce que c'est arraché. Les personnes qui disparaissent, vivantes, tuées et défigurées, ou bien qu'on tue et qu'on enterre loin de leurs, c'est une façon de tuer la mort. Comment peut-on imaginer l'entrée dans la vie quand la sortie est impossible alors qu'il n'y a pas la présence? Ça crée d'énormes difficultés au niveau du fonctionnement psychosocial et ça peut aboutir souvent à des travers, parfois même des travers énormes au niveau politique. Je dirais qu'il vaut mieux ne pas hériter d'une situation politique où les dirigeants portent ce type de travers, parce qu'il y a risque de les reproduire. Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iliba de Kigali au Rwanda. Les politologues plutôt interprètent les disparitions forcées comme des pratiques qu'on retrouve dans des États dictatoriaux. Gérard Biranamidje précise que des politiques le font par paranoïa de perte du pouvoir. Généralement, les États qui recourent aux dispersions forcées sont des États qui sont classés parmi ce qu'on appelle communément les États dictatoriaux ou tout simplement les dictatures. La caractéristique commune pour ces États, c'est généralement l'absence d'état de droit. Et ce qu'on réalise, c'est que les lois visent des objectifs de harcèlement, et généralement de musulmans, afin de réduire au strict minimum toutes les voies dissonantes. D'où justement le recours aux pratiques de dispersion forcée, généralement par trois mécanismes complémentaires. D'une part, la détention clandestine, d'autre part, l'assassinat, et enfin, la dispersion physique du corps. Alors, globalement, on y recourt pour faire taire les dissidents, éliminer les opposants et surtout persécuter les groupes, tantôt ethniques, tantôt religieux, tantôt politiques, qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir en place ou que le groupe politique, ethnique ou religieux dirigeant un État quelconque. Au cœur de ces pratiques ou de ces agissements se trouvent deux phénomènes intrinsèquement liés. D'abord, il y a ce qu'on appelle la paranoïa, de perdre le pouvoir. Cette paranoïa, qui est donc un effet psychologique, induit à mettre en marche la machine répressive de toutes les voix supposées dissonantes, pas forcément les opposants. On peut avoir une voix dissonante sans être un opposant au régime. Deuxième aspect qui explique pourquoi on recourt à ces pratiques, c'est aussi l'absence de politiques publiques claires. Là, il s'agit généralement des politiques qui sont initiées dans le sillage de cette paranoïa pour garder le pouvoir. Et ces politiques ne visent pas la construction, la reconstruction de l'État, mais plutôt la fabrication d'une autre idée de l'État. C'est-à-dire, l'État qu'ils veulent, c'est l'État qui sert le mieux leurs intérêts, qu'ils soient idéologiques ou politico-financiers. Pour Gérard Biranamidje, ce phénomène a plusieurs conséquences. Ici, le politologue revient sur les trois principaux. La première conséquence, c'est l'absence de deuil. Il y a une dette de deuil sur le plan individuel et sur le plan collectif. Le deuil dans la société burundaise n'est pas le fait des ayants droit ou des personnes, des survivants de la personne disparue. C'est aussi la communauté. Alors, face à cela, il y a ce qu'on appelle l'affliction, qui fait référence au processus rituel collectif permettant la réintégration des endeuillés dans la communauté des vivants. Et c'est notamment dans le contexte des Burundais, le fait de faire le deuil, de lever le deuil de manière provisoire et de faire la levée de deuil définitif. Donc, cela intègre les survivants de la victime dans la communauté des vivants. Or, lorsqu'il est question des personnes disparues, le deuil intime impulse notre dynamique au sein de la communauté, comme si chacun nourrissait les attentes de voir un jour
la personne disparue revenir. Je dirais l'implantation, la naissance ou même la généralisation d'un climat de terreur au sein des populations. Les disparitions forcées sèment la terreur dans la population et limitent l'exercice des droits humains. Le dernier aspect qui n'est pas moindre, c'est que la problématique des disparitions forcées induirait aussi l'impunité. Il y a une forte probabilité que les crimes restent impunis et cela peut générer des effets de contagion sur la gestion des autres crimes que l'on connaît dans les États dictatoriaux. Gérard Wilanamidje, politologue burundais, a précisé que les crimes contre l'humanité sont du ressort de la Cour pénale internationale. Le porte-parole de cette Cour confirme donc que des dossiers en rapport avec les cas de disparition forcée commis au Burundi ont été portés devant cette Cour et qui font l'objet de crimes sous enquête depuis déjà une année. Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI, précise que les crimes de disparition forcée commis avant l'adhésion du Burundi au statut de Rome en 2004 peuvent être sanctionnés par les juridictions nationales car ils sont imprescriptibles. Suivez Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale. Crime contre l'humanité, c'est une qualification juridique de plusieurs types de crimes qui peuvent inclure la torture, le viol et autres, qui seraient liés donc à l'existence d'une attaque systématique ou à large échelle contre une population civile. Sous d'autres conditions comme l'existence d'une intention génocidaire, ça peut être qualifié autrement que comme crime contre l'humanité, peut-être crime de guerre par exemple ou autre. Maintenant, pour revenir spécifiquement à votre question et spécifiquement au Burundi, pour la CPI, le Burundi a rejoint la CPI à partir du 1er décembre 2004. Et donc, selon la norme de la CPI, tout ce qui est avant la date d'entrée en vigueur du statut vis-à-vis de l'État partie qui était le Burundi, donc avant le 1er décembre 2004, ne peut pas être poursuivi par la CPI. Cela n'empêche pas les autorités nationales judiciaires, selon leur propre loi, de voir si c'est possible ou pas d'enquêter sur ce genre de situation. Mais pour la CPI elle-même, le principe, c'est tout ce qui est avant l'entrée en vigueur du statut vis-à-vis de l'État concerné, donc pour le cas de Burundi, le 1er décembre 2004, ne peut pas être poursuivi par la CPI. Maintenant, tout ce qui est après cette date-là, donc après le 1er décembre 2004, jusqu'à la date du retrait effectif du Burundi qui était le 27 octobre 2017, donc tout ce qui est dans cette période entre ces deux dates peut être poursuivi par les CPI et imprescriptible en effet. Mais l'enquête qui a été autorisée par la Chambre, c'est spécifiquement à propos des événements qui auraient eu lieu depuis le 26 avril 2015 et jusqu'au 26 octobre 2017. C'est sur quoi la Chambre a autorisé le bureau du procureur à enquêter en le moment actuel. La disparition forcée, c'était indiqué parmi les crimes pour lesquels le bureau du procureur a été autorisé par les juges à enquêter, qui inclut le meurtre, tentative de meurtre, emprisonnement ou privation grave de liberté, torture, viol, disparition forcée et persécution. Naturellement, si des éléments de preuve suggéraient que d'autres crimes relevant de la compétence de la Cour auraient été commis, l'enquête du procureur pourra être élargie également pour inclure ces possibles crimes. C'était Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale. Et c'est par son intervention que nous bouclons ce journal de la synergie des médias. RPA, Ijwi Diabanyagihugu, Inzamba, Agateka Kawe et Télévision Renaissance. Journal consacré, comme vous l'avez entendu, à la journée internationale des victimes des disparitions forcées, célébrée le 30 août de chaque année. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à l'équipe technique et celle de la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Inès Gakiza et Francine Kanyang. Très bonne soirée à tous.